À la fin de l'été 2009, j'étais sur le point de commencer mes études de 3e cycle et je devais chercher un nouvel appartement pour l'année à venir. J'étais nouvelle dans la région, donc je ne connaissais pas du tout les quartiers et, comme j'avais besoin de quelque chose de bon marché et joyeux, j'ai fini par chercher des logements vacants dans certains des quartiers les moins aisés de la ville. Certaines annonces étaient franchement effrayantes et j'étais surprise que les propriétaires aient l'audace de les publier. Cependant, d'autres étaient considérablement plus habitables, ou du moins semblaient l'être grâce à des angles de prise de vue soigneusement choisis et à de nombreuses photos de fenêtres. Au cours d'une semaine, j'ai réservé 10 visites différentes et, à la fin du 3e jour, j'étais au bord de l'effondrement émotionnel. Une exagération légère de ma part, bien sûr, mais honnêtement, c'était épuisant. J'étais allé à 6 des 10 visites que j'avais programmées et chacune avait été une déception totale. Les endroits étaient infestés de moisissures, absurdement proches d'un restaurant ou d'un bar, de sorte qu'ils sentaient l'huile de friture vieille et la fumée de cigarettes, ou bien ils étaient de la taille d'une foutue boîte à chaussures. Heureusement, ma prochaine visite, qui était en fin d'après-midi le lendemain, était avec une propriétaire qui avait annoncé un appartement réservé aux femmes. Les photos de l'endroit le faisaient paraître assez agréable, et l'idée de vivre dans un espace exclusivement féminin me séduisait beaucoup en raison de la sécurité supplémentaire que cela offrait. Je sais que cela peut sembler un peu cynique à certains d'entre vous, et je suis bien consciente que tous les hommes ne posent pas problème. Mais dans le contexte de ce que je m'apprête à vous raconter, je refuse de m'excuser pour mon cynisme, ou, comme d'autres filles pourraient l'appeler, réalisme. Certains hommes sont tout simplement des harceleurs, c'est un fait de la vie, donc l'idée de vivre uniquement avec des filles dans une maison partagée m'attirait beaucoup. Mais bien sûr, cela serait attrayant pour presque toutes les filles qui déménageraient ou vivraient à Londres, n'est-ce pas ? J'étais certaine qu'obtenir un rendez-vous pour la visite serait impossible, mais ça ne l'a pas été. J'en ai obtenu un en quelques jours, ce que j'ai pris pour de la chance, mais en réalité, cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. J'étais trop optimiste pour m'en rendre compte. Le lendemain, en prenant le bus pour Camden, je me souviens d'un mélange d'excitation et de nervosité. J'avais tellement confiance en cet endroit car j'avais échangé des messages avec la propriétaire, une femme nommée Jennifer, donc j'étais sûr que ce serait un bon endroit. Mais en même temps, j'avais été tellement déçu ces derniers jours que j'avais cette sensation de crainte à mesure que je me rapprochais de mon arrêt. À ce moment-là, je pensais que ce n'était que le traumatisme résiduel d'avoir été continuellement déçu. Mais maintenant, je pense que c'était plus comme une sorte de sens d'araignée. Lorsque je suis descendu du bus, j'ai immédiatement envoyé un message à Jennifer pour lui faire savoir que j'étais à proximité, ce qu'elle m'avait demandé de faire, car elle a dit qu'elle était très occupée et qu'elle pourrait avoir besoin d'un rappel. Elle m'a répondu presque immédiatement, mais lorsque j'ai ouvert la notification du message, j'ai vu que c'était bien plus qu'un simple « OK » ou « Merci, à bientôt ». Elle disait quelque chose comme « Salut, j'ai été terriblement occupée, donc mon beau-frère sera là pour te faire entrer et te montrer l'endroit. » Ah, le coup de l'appartement réservé aux femmes, hein ? Je pensais que c'était là tout l'attrait principal, mais j'ai ensuite compris que Jennifer devait probablement être une femme très occupée si elle possédait plusieurs propriétés à travers Londres, donc je n'allais pas faire toute une histoire pour ce petit détail. Je suis donc allé rencontrer le beau-frère de Jennifer et voir ce qui pourrait être mon nouveau chez moi. Quand je suis arrivé, les appartements se trouvaient dans un immeuble au-dessus d'une rangée de magasins. On m'avait dit de frapper à la porte, ce que j'ai fait, et lorsque la porte s'est ouverte, j'ai vu le beau-frère de Jennifer debout sur le seuil. Il avait l'air bizarre, et c'est peu dire. La façon dont il m'a regardé dès les premiers instants où nos regards se sont croisés m'a rendu beaucoup moins à l'aise que je ne l'étais avant. Je ne suis vraiment pas du genre à chasser les hommes, mais je n'étais pas du tout contente d'avoir affaire à un homme dans un complexe d'appartements soi-disant réservé aux femmes, surtout pas lorsqu'il dégageait de telles ondes étranges. Dans n'importe quelle autre circonstance, je n'aurais pas mis les pieds dans une pièce vide avec ce type, mais j'avais placé presque tous mes espoirs dans cet appartement, alors j'ai pris mon courage à deux mains, pris une voix polie, et je l'ai suivi à l'intérieur de l'appartement. Dès que nous sommes entrés, mon cœur s'est effondré. Ça ne ressemblait en rien à ce qui était annoncé, non seulement parce qu'il semblait déjà que quelqu'un vivait là, mais parce que je suis presque sûr que les photos ne provenaient même pas du même endroit. J'ai demandé au beau-frère de Jennifer quand le locataire actuel était censé partir, et mon cœur s'est encore effondré lorsqu'il a dit quelque chose comme « Eh bien oui, c'est ça le problème. Le bien que nous devions te montrer vient d'être retiré du marché, et c'est le seul que nous avons à te proposer dans cette zone, et c'est un logement partagé. »
Tout cela était très décevant à entendre, dévastateur même, mais ce qui importait le plus était de m'assurer un endroit où vivre et qu'il soit réservé aux femmes. Je pourrais potentiellement gérer une nouvelle colocataire, tant que c'était une fille, mais quand j'ai demandé au type si le locataire actuel était une femme, il a littéralement esquivé la question. Je lui ai clairement demandé « Est-ce que c'est toujours un logement réservé aux femmes ?» Et il a répondu « Si tu me suis par ici, je peux te montrer la chambre libre et la salle de bain attenante. » Puis il a simplement continué à marcher comme si je ne lui avais rien demandé et a ouvert la porte de la chambre. Je l'ai suivi en me disant que je pourrais au moins jeter un coup d'œil à la chambre, et même si elle n'était pas aussi mauvaise que certaines que j'avais vues, il ne m'avait toujours pas répondu si l'unité était réservée aux femmes ou non. J'ai fait un tour dans la chambre et suis resté poli tout en lui demandant à nouveau si l'unité était réservée aux femmes. L'homme a fait un signe de tête, a fait une tête indiquant qu'il n'en était pas sûr, puis a dit qu'il faudrait contacter Jennifer pour confirmer, car il ne le savait pas de mémoire. Je commençais à être très agacé, mais je gardais mon calme pendant qu'il me demandait si je voulais voir la salle de bain attenante. J'étais littéralement sur le point de dire non quand il a fait un pas en avant et a ouvert la porte. Dès qu'il l'a fait, une odeur vraiment nauséabonde m'a frappé. C'était tellement fort que j'ai fait une grimace, et je sais que le type l'a vu à cause de l'odeur dégoûtante. Alors quand j'ai dit « Non merci, je pense que je préférerais jeter un autre coup d'œil à la cuisine », je suis presque certaine qu'il savait que je mentais, à moins qu'il ne soit vraiment aussi stupide qu'il en avait l'air. Honnêtement, je voulais juste m'éloigner de l'odeur et je me fichais totalement de l'aspect de la cuisine si la salle de bain sentait aussi mauvais. J'allais donc vraiment marcher vers la porte d'entrée et sortir moi-même après un bref remerciement très passif-agressif. Mais ensuite, en marchant, quelque chose a fait tilt à propos de toutes les choses qui étaient éparpillées dans l'appartement. À ce stade de ma vie, j'avais vécu avec des filles, uniquement des filles, depuis que j'étais enfant. Mon père n'était pas présent, et nous étions seulement ma sœur, ma mère et moi. Puis, quand je suis parti à l'université, j'ai aussi vécu uniquement avec des filles. Et ce n'est pas pour être impoli, mais je savais aussi à quoi ressemblent les chambres des garçons, et c'est ce qui a fait tilt dans ma tête en marchant dans l'appartement. Il semblait qu'un homme vivait là, et bien sûr, je savais qu'un homme vivait là parce que le type ne m'avait pas répondu. Mais il semblait qu'un type en particulier vivait là. Et c'est là que j'ai commis une grosse erreur de jugement. Je l'ai attribué à la déception continue et au stress de penser que je serais obligé de choisir un endroit horrible où je serais misérable pendant l'année à venir. De plus, quand j'ai réalisé que ce n'était pas n'importe quel homme qui vivait là, mais le même homme qui me montrait l'endroit, tout a commencé à s'emboîter. J'ai sorti mon téléphone, appelé le numéro de Jennifer, et lorsque le type est sorti de la pièce en me suivant, son téléphone a commencé à sonner dans sa poche. Je n'étais pas censé avoir son numéro, n'est-ce pas ? Il était censé simplement me retrouver là-bas. Alors, le fait que le téléphone depuis lequel Jennifer m'envoyait des messages ait commencé à sonner dans sa poche a confirmé toutes mes pires craintes à propos de cet homme. Et il le savait aussi. Il savait que je l'avais découvert, et j'aurais aimé porter une foutue GoPro, car l'expression sur son visage était une de celles que j'aurais adoré encadrer et accrocher dans ma salle de bain. Je pense que c'est aussi ce qu'il a fait. Comment, je ne sais pas, j'ai ressenti sa faiblesse. J'ai attrapé un parfait imbécile essayant de tromper des filles désespérées pour qu'elles vivent dans une chambre qu'il avait apparemment construite lui-même, avec une plomberie vraiment suspecte, vu l'odeur des lieux. Pris la main dans le sac, c'est l'expression qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là. Pris la main dans le sac, et je me suis assuré qu'il ne s'en sortirait pas. Je me souviens avoir essayé de penser à quelque chose de spirituel à dire, mais tout ce qui m'est venu à l'esprit a été de lui poser la question exacte que j'avais en tête, je suppose, comme une façon de l'humilier. Alors j'ai commencé à lui demander « Essayais-tu de tromper de jeunes filles pour qu'elles vivent avec toi, hein ?» Son visage est devenu rouge comme une tomate, mais il a quand même tenté de nier. Et l'indignation que j'ai ressentie face à son déni m'a juste poussé à continuer. J'ai commencé à lui dire à quel point il était pathétique, à quel point il était pervers, qu'il était probablement sur le registre des délinquants sexuels. Je lui ai tout dit, sans me retenir le moins du monde. Mais j'ai oublié la règle d'or quand on traite avec les hommes. Ils sont plus grands, ils sont plus forts, et les plus idiots d'entre eux ont juste besoin d'un peu de fierté blessée pour s'en servir à leur avantage. J'ai vu le moment où je l'ai poussé à bout, et c'était vraiment comme ce mème de « et à ce moment-là, elle sut qu'elle avait merdé ». Il a cessé d'essayer de parler, il a renoncé à tout nier, puis il a commencé à marcher vers moi avec un regard sauvage dans les yeux. Je savais qu'il allait s'en prendre à moi, et je me suis précipité vers l'entrée de l'immeuble, mais il était trop rapide.
J'ai presque atteint la porte et à peine eu la main sur la poignée que j'ai senti quelque chose tirer mes cheveux. J'ai ressenti la pression sur mon cuir chevelu et ensuite, ce qui a suivi, c'est que ma nuque s'est renversée en arrière lorsque le type a attrapé une poignée de mes cheveux et a commencé à essayer de me traîner en arrière. J'ai essayé de rester debout, mais la force avec laquelle il tirait ma tête en arrière m'a fait perdre l'équilibre, et ensuite, en tombant en arrière, je me suis rendu compte qu'il essayait vraiment de me traîner dans son appartement en utilisant uniquement mes cheveux. Je me souviens avoir crié à l'aide, espérant que quelqu'un sorte des autres appartements, dont il y en avait 3 ou 4 à cet étage du bloc, mais s'ils étaient occupés, ceux qui y vivaient devaient être au travail ou morts, car j'ai crié si fort que j'en ai saigné du nez, et personne n'est sorti de nulle part. Quand j'ai compris que j'étais seul et que nous n'étions qu'à quelques mètres de son appartement, j'ai essayé de me retourner pour au moins pouvoir me lever, mais juste au moment où j'ai trouvé un peu d'appui sur le tapis, j'ai senti quelque chose frapper mon visage si fort que la vision de mon œil gauche est devenue complètement blanche. J'ai levé une main pour couvrir cet œil, et avec l'autre, j'ai essayé en vain d'enlever sa main de mes cheveux. Mais au moment où ma main a touché la sienne et que j'ai essayé de lui enfoncer les ongles dans la peau, il a tiré violemment une nouvelle fois sur mes cheveux et m'a renversé à nouveau sur mes genoux. Je me souviens de comment, quand nous sommes arrivés à la porte, il a essayé de me traîner à travers. Mais je lui ai rendu la tâche très difficile en lançant des coups de pied à l'aveugle et en donnant des coups de poing, tout ce que je pouvais pour essayer de le frapper à l'entrejambe ou de lui griffer les yeux. Mais ensuite, après avoir frappé au moins un de mes coups, j'ai un trou dans ma mémoire, probablement parce que le type m'a frappé si fort que j'ai perdu connaissance pendant 1 minute ou 2. Mon dernier souvenir d'avoir tenté de me défendre remonte à l'instant où nous sommes arrivés à la porte. Mais ensuite, le souvenir suivant est que j'étais allongé sur le sol de la pièce et qu'il me traînait vers la salle de bain qui sentait le moisi, et Dieu sait quoi d'autre. J'avais mal au cou en me réveillant, et je me souviens avoir ressenti une peur profonde que, si j'essayais de me retourner pour le mordre, il pourrait tirer sur mes cheveux avec tant de force qu'il me briserait la nuque. J'étais plus terrifié que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais la seule chose que je savais, c'était que, s'il parvenait à me traîner dans cette salle de bain, c'était fini pour moi. Je me souviens m'être retourné, et cela a fait brûler mon cuir chevelu à cause de tous les cheveux qu'il m'avait arrachés. Mais cela m'a permis de me tourner et d'attraper les poignets du type. Il pensait visiblement que j'étais toujours inconsciente, donc lorsque j'ai soudainement commencé à bouger, je l'ai totalement pris par surprise et j'ai pu enfoncer mes dents dans la peau de son poignet jusqu'à ce que je voie ses doigts s'ouvrir et que je sente mes cheveux se libérer de son emprise. J'ai essayé de courir, mais il m'a rattrapé. Mais cette fois-ci, tout ce dont je me souviens, c'est de m'être lancé contre son visage. Il essayait de m'immobiliser les bras sur les côtés en les enroulant avec les siens, mais j'ai levé les miens trop tôt pour qu'il puisse les atteindre et j'ai commencé à lui enfoncer les ongles dans les yeux. C'était si horrible, parce que je pouvais sentir la chair nue de ses globes oculaires céder sous mes ongles, et cela me donne vraiment des frissons en y repensant maintenant. Mais à ce moment-là, la seule chose à laquelle je pouvais penser était de lui faire le plus de mal possible. Et cela a fonctionné. Il a crié si fort que cela m'a fait mal aux oreilles, puis, tout à coup, il m'a poussé si violemment que j'ai roulé au sol. Je me sentais si étourdi que j'avais du mal à trouver mon équilibre, mais peu importait, car l'homme qui avait l'intention de me tuer, et Dieu sait quoi d'autre avant cela, souffrait tellement des griffures à ses yeux qu'il ne pouvait plus voir. Il se couvrait les 2 yeux avec les mains et me criait des choses terribles, horribles, mais j'entendais tout cela en courant vers la porte d'entrée, sachant qu'il n'avait aucune chance de me rattraper. Je me souviens d'être sorti dans la rue et de descendre très rapidement les escaliers en métal menant à l'unité. Puis une femme m'a vu en passant et m'a dit « Oh mon Dieu, est-ce que ça va ?» J'avais une coupure sur le visage là où il m'avait frappé. Je suppose que c'était le coup qui m'avait aussi fait perdre connaissance, et j'avais tellement saigné que je ne m'en étais pas rendu compte. Alors, quand j'ai vu la quantité de sang, j'ai paniqué, pensant qu'il m'avait poignardé ou quelque chose comme ça. Alors j'ai déboutonné ma veste et j'ai commencé à chercher des blessures en disant à la femme d'appeler la police, d'appeler la police. De plus en plus de gens se sont approchés parce que, vu la façon dont j'avais l'air et la façon dont je criais, j'attirais évidemment beaucoup d'attention. Je continuais à pointer la porte par laquelle j'étais sorti en disant « Il est là, parce que je sentais mes jambes devenir faibles et honnêtement, je pensais que j'allais m'évanouir à cause de la perte de sang. Puis, je pensais que si je m'évanouissais, je ne savais pas si j'allais me réveiller. Évidemment, tout ça n'était que la peur qui parlait,
et malgré tout le sang, je n'ai même pas eu besoin de points de suture après avoir été emmené à l'hôpital. Mais à ce moment-là, j'étais plus terrifié que je ne l'avais jamais été de toute ma vie, convaincu que ce type m'avait fait bien plus de mal. La police a réussi à retrouver l'homme qui m'avait attaqué, et il a fini par écoper d'une peine de prison de 6 ans. Je pense que si le jury avait pu voir dans sa tête et entrevoir ce qu'il avait prévu pour moi, il aurait reçu une condamnation bien plus longue. Mais malheureusement, ce n'est pas ainsi que fonctionnent les lois ici. Et bien que j'ai mon propre traumatisme à la suite de ce qui s'est passé, ma plus grande peur est qu'il ait une nouvelle occasion de refaire la même chose, bien plus tôt que je ne l'espère. Je ne sais même pas par où commencer. Tout cela me semble encore irréel, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais non, ça m'est bien arrivé, et je ne sais pas si je pourrais un jour l'oublier. Tout a commencé quand j'ai trouvé un nouveau travail en ville. J'étais tellement excité à l'idée de commencer cette nouvelle étape que j'ai décidé de déménager seul. Ce n'a pas été facile de trouver un appartement que je pouvais me permettre, mais après avoir cherché longtemps, j'en ai trouvé un qui, bien que petit et un peu vieux, me convenait. Ce n'était pas grand-chose, mais au moins c'était près de mon travail et le prix était correct. Mon propriétaire, M. Offenheim, était un homme d'une 50aine d'années. Il portait toujours une vieille casquette et sentait le tabac comme s'il ne se séparait jamais de sa cigarette, même pour dormir. Il m'a aidé le jour où j'ai emménagé. Il a même monté quelques cartons par les escaliers et m'a donné des conseils sur le quartier. À première vue, il semblait être un homme sympathique qui se souciait de ses locataires. Je ne pouvais pas imaginer qu'un monstre se cachait derrière son sourire bienveillant. Les premières semaines se sont déroulées normalement. Enfin, aussi normalement que possible quand on est seul dans une nouvelle ville et qu'on est encore en train de s'adapter. Offenheim se présentait de temps en temps à ma porte, demandant si j'avais besoin de quelque chose ou si tout allait bien dans l'appartement. Parfois, il frappait à des moments inopportuns, comme quand je sortais de la douche ou que j'étais en pyjama en train de regarder la télévision, mais je n'y ai pas prêté attention. Je pensais juste que c'était un vieux monsieur un peu trop curieux et qui avait beaucoup de temps libre. Une nuit, en rentrant du travail, j'ai trouvé un mot sous ma porte. Il n'y avait pas grand-chose d'écrit, juste quelque chose comme « Tu es jolie aujourd'hui », sans signature ni rien. Je suis resté un moment à regarder le papier, me demandant qui avait bien pu le laisser. J'ai décidé que ça devait être une erreur, peut-être qu'un voisin l'avait mis à la mauvaise porte. Je l'ai jeté à la poubelle et je suis allé me coucher. Mais ce n'était que le premier d'une longue série. Le deuxième mot est arrivé quelques jours plus tard. Cette fois, il disait « J'adore quand tu souris, tu devrais le faire plus souvent ». Ce n'était rien de menaçant en soi, mais un malaise a commencé à grandir en moi. Désormais, je ne pouvais m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule chaque fois que j'entrais ou sortais de mon appartement. J'ai mentionné les notes à Offenheim lors d'une de ses visites, mais il a juste ri et m'a dit que c'était probablement un voisin farceur. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans son ton ne m'a pas convaincu. Cette nuit-là, je me suis mise à repenser à l'expression de son visage quand il m'a donné cette réponse. Il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Avec le temps, les notes sont devenues plus fréquentes et un peu plus personnelles. « J'aime ta chemise rouge » ou « Je t'ai vu passer avec ton ami, ça ne m'a pas plu ». Je commençais à me sentir étouffé dans mon propre foyer. J'avais l'impression que quelqu'un me surveillait, mais je n'avais aucune preuve. Certaines nuits, j'avais du mal à dormir, imaginant que quelqu'un m'observait dans l'obscurité. Par moments, je me disais que j'exagérais, mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation. La situation a pris une tournure encore plus effrayante lorsqu'une nuit, alors que j'étais sous la douche, j'ai entendu un bruit dans le salon, comme si quelqu'un avait poussé la porte. Je suis sorti enveloppé dans une serviette, le cœur battant à 1000 à l'heure, et j'ai vu que la porte de l'appartement était légèrement entr'ouverte. Ce qui était le plus étrange, c'est que j'étais sûr de l'avoir verrouillée. Rien ne manquait, mais il y avait un bouquet de fleurs sur la table de la salle à manger. Un bouquet qui n'était pas là quand je suis rentré. Ma première réaction a été de vouloir vérifier les caméras de sécurité de l'immeuble, mais je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas dans les couloirs. J'ai essayé de me calmer en me disant que j'avais mal fermé la porte et que quelqu'un en avait profité pour entrer et laisser ses fleurs comme une mauvaise blague. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans cette incertitude. Il y a eu des jours où je ne sortais presque pas de ma chambre, de peur que quelqu'un ne rentre à nouveau.
J'en ai parlé à Offenheim, je lui ai demandé de vérifier les serrures, mais il s'est contenté de hausser les épaules et de dire que tout était en ordre. Cette indifférence m'a fait me sentir encore plus vulnérable. Une nuit, j'ai décidé de rester éveillé tard. J'étais assise dans le noir, la télévision éteinte, essayant d'entendre le moindre bruit suspect. Tout était calme, jusqu'à ce que, soudainement, j'entende des pas dans le couloir. Je suis resté figé. Les pas se sont arrêtés juste devant ma porte. J'ai retenu mon souffle, espérant que la personne s'en aille, mais quelqu'un a commencé à frapper doucement, comme s'il ne voulait pas faire de bruit. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, immobile, le cœur battant dans mes oreilles. Après quelques minutes, les pas se sont éloignés et j'ai enfin pu respirer. Le lendemain, en ouvrant la porte pour sortir, j'ai trouvé une autre note. « Je t'ai vu hier soir, tu ne peux pas te cacher de moi. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. J'ai commencé à avoir l'impression de perdre le contrôle de ma vie, que je n'étais en sécurité nulle part. J'ai tout raconté à mon amie Laura et elle m'a convaincu d'installer une caméra de sécurité dans l'appartement. C'était ma seule option si je voulais découvrir qui était derrière tout ça. J'ai installé la caméra dans le salon, face à la porte d'entrée. Les premiers jours, elle n'a rien capté d'anormal et j'ai commencé à penser que tout cela n'était qu'une série de coïncidences malheureuses. Mais une nuit, en visionnant les enregistrements, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. À 2 heures du matin, la porte s'est ouverte lentement et quelqu'un est entré. Je n'ai pas pu voir clairement le visage, mais la silhouette était inconfondable. C'était Offenheim. Mon esprit n'arrivait pas à traiter ce que je voyais. Je l'ai vu marcher dans le salon, s'arrêter devant ma table et regarder mes photos. Ensuite, avec un calme troublant, il s'est dirigé vers ma chambre. Et par chance, il n'est pas entré. Il est resté debout quelques secondes, puis il est parti. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. Je n'arrivais pas à croire que mon propre propriétaire entrait chez moi quand je n'étais pas là. Combien de fois l'avait-il fait sans que je m'en rende compte ? Je suis allé à la police avec la vidéo, mais ils m'ont dit que ce n'était pas suffisant pour obtenir une ordonnance restrictive. Ils m'ont conseillé de changer les serrures et de rester vigilante. Je me suis sentie impuissante, comme si personne ne me croyait. Je ne voulais plus vivre là, mais je ne pouvais pas déménager immédiatement. J'étais piégé, et Offenheim le savait. J'ai décidé que je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai commencé à chercher un autre endroit où vivre, mais les loyers étaient élevés et je n'avais pas beaucoup de temps pour chercher. Entre-temps, j'ai rencontré Diego. Je l'ai rencontré lors d'une fête et dès le premier instant, il m'a fait me sentir en sécurité. Je lui ai raconté ce qui se passait et il a insisté pour rester avec moi quelques nuits afin que je ne sois pas seul. J'ai accepté, pensant que la présence de quelqu'un me rassurerait. Mais avec Diego, les choses n'ont fait qu'empirer. Chaque fois qu'il venait, je trouvais de nouvelles notes. Parfois, elles étaient plus directes. « Ce type n'est pas bon pour toi » ou « Ne ramène pas d'étrangers chez toi ». C'était devenu une routine de terreur et bien que Diego essayait de me rassurer, je sentais que ma vie s'effondrait. Une nuit, alors que nous dînions, quelqu'un a frappé à la porte. C'était un coup sec, fort, comme si on voulait la défoncer. Nous nous sommes levés immédiatement et quand j'ai ouvert, j'ai trouvé une autre lettre, cette fois avec un ton menaçant et clair. « Si tu continues à ramener ce type chez toi, tu le regretteras. » Diego, furieux, s'est précipité dans le couloir à la recherche de celui qui l'avait laissé, et il était là, dans les escaliers, nous regardant depuis l'ombre, Offenheim. Diego l'a confronté, criant qu'il devait arrêter de se mêler de nos vies, que tout cela finirait mal s'il ne s'arrêtait pas. Offenheim l'a regardé avec un calme qui m'a fait peur. Il a sorti un couteau de sa poche, et avant que je ne puisse l'arrêter, il s'est jeté sur Diego et l'a poignardé dans l'abdomen. J'ai crié si fort que j'ai eu l'impression que ma gorge se déchirait. Offenheim s'est retourné et a pris la fuite, me laissant seul avec Diego, allongé par terre, saignant et peinant à respirer. J'ai appelé la police et l'ambulance, mais ces minutes d'attente ont été une éternité. Diego était pâle, ses mains couvertes de sang tentant de comprimer la blessure. Je ne pouvais rien faire d'autre que le tenir et supplier qu'il tienne le coup. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils l'ont emmené immédiatement à l'hôpital et moi, j'ai dû rester avec la police pour raconter ce qui s'était passé. Offenheim a été arrêté cette nuit-là. La police l'a trouvé caché dans une ruelle proche, avec encore le couteau à la main et un regard perturbé dans les yeux. Quand on m'a informé qu'il l'avait capturé, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de peur.
Le soulagement qu'il ne pourrait plus nous faire de mal, mais la peur que les images de ce qui s'était passé restent gravées dans ma mémoire. J'ai passé les heures suivantes à l'hôpital, attendant des nouvelles de Diego. Les médecins m'ont dit que la blessure était grave, mais qu'il était arrivé à temps pour qu'on lui sauve la vie. On m'a permis de le voir brièvement. Il était pâle, avec des tubes connectés et des moniteurs enregistrant chaque battement de son cœur. Je lui ai pris la main et, bien qu'il soit inconscient, je lui ai murmuré que tout irait bien. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. Je devais me rendre au poste de police pour faire des déclarations, aller à l'hôpital et en plus, affronter la peur de revenir dans mon appartement. J'ai décidé de rester chez une amie un moment car je ne pouvais pas supporter l'idée de retourner dans cet endroit où tout cela s'était passé. Pendant le procès, des détails qui m'ont glacé le sang ont été révélés. Oppenheim était obsédé par moi depuis le premier jour où il m'avait vu. Il avait des photos de moi, des enregistrements de mes horaires et même un journal où il notait ses pensées les plus sombres. Le pire fut lorsqu'au cours de son témoignage, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ce n'est pas terminé. Tu seras toujours à moi. » Il a été condamné pour harcèlement, violation de domicile et tentative de meurtre. Il a écopé de plusieurs années de prison. Je pensais qu'avec ça, je pourrais enfin me sentir en sécurité, mais la réalité a été différente. Même si Oppenheim était derrière les barreaux, la peur n'a pas disparu. J'ai commencé à faire des cauchemars récurrents, revivant encore et encore le moment où Diego s'est fait poignarder. Je me réveillais au milieu de la nuit, en sueur, le cœur battant à tout rompre. J'avais l'impression qu'à tout moment, il pourrait réapparaître. J'ai décidé de déménager dans une autre ville, loin de tout ce qui me rappelait cette horrible expérience. J'ai changé de travail et essayé de recommencer à zéro. Diego et moi nous sommes éloignés. Même si nous avons essayé de maintenir notre relation, nous étions tous deux trop affectés par ce qui s'était passé. Un jour, en vérifiant mon courrier, j'ai trouvé une lettre sans expéditeur. En l'ouvrant, j'ai immédiatement reconnu l'écriture. « Peu importe où tu es, je te retrouverai toujours », disait-elle. J'ai senti un frisson parcourir tout mon corps. Comment était-ce possible? Oppenheim était en prison. J'ai appelé la prison pour les informer et ils m'ont dit qu'il était impossible qu'il ait envoyé cette lettre. Malgré tout, la police a ouvert une enquête, mais ils n'ont pas pu déterminer l'origine du message. Depuis, je vis dans une paranoïa constante. Chaque fois que j'entends un bruit étrange ou que je vois une ombre du coin de l'œil, je crains que ce soit lui. J'ai essayé de continuer ma vie, mais la peur est toujours là. Je vais régulièrement en thérapie, ce qui m'aide à gérer l'anxiété, mais il y a des jours où je me demande si je pourrais un jour surmonter ce qui s'est passé. J'ai changé de numéro de téléphone, d'adresse et même d'apparence. Mais malgré tout, je ne peux pas échapper à la sensation qu'Oppenheim est toujours là, caché dans l'ombre. Récemment, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. En décrochant, personne ne parlait, mais j'entendais une respiration de l'autre côté du fil. J'ai immédiatement raccroché et bloqué le numéro, mais cet incident m'a mise en état d'alerte maximale. Parfois, je me demande si je pourrais un jour me sentir à nouveau en sécurité. J'ai envisagé de changer de pays, de commencer une vie complètement nouvelle, mais ce n'est pas si simple. Mes amis et ma famille me disent que je dois être forte, que je ne peux pas laisser la peur contrôler ma vie, mais ils ne comprennent pas ce que c'est de vivre avec ce fardeau. J'ai décidé de partager mon histoire comme une manière de me libérer d'une partie de ce poids et peut-être d'aider d'autres personnes qui pourraient vivre quelque chose de similaire. Je ne suis pas écrivain et je ne prétends pas l'être. Je suis juste une personne qui a vécu une expérience terrifiante et qui lutte chaque jour pour retrouver la paix. Quand j'ai dit pour la première fois à mon père que je voulais devenir artiste, il a marqué une pause. Puis il m'a dit « J'espère que tu aimes les nouilles au beurre ». C'était quelque chose de prophétique, en un sens. Parce qu'à la fin, j'ai fini par aimer les nouilles au beurre. Mais ce qu'il essayait vraiment de me dire, c'était « Prépare-toi à lutter et à te serrer la ceinture ». Et il avait vraiment raison. Après avoir obtenu mon diplôme de l'école secondaire, j'ai choisi de ne pas aller à l'université et, à la place, j'ai enchaîné une série de petits boulots insignifiants jusqu'à avoir assez d'argent économisé pour déménager à San Francisco. Après avoir déménagé, j'ai vécu dans un appartement partagé à Hunters Point pendant environ 18 mois avec un groupe d'autres artistes affamés, tout en essayant de me faire un nom dans la scène artistique locale.
C'était une période difficile pour moi pour plusieurs raisons. Il y avait beaucoup de crimes, beaucoup de drogue, et à part les quelques dollars que je gagnais dans mon emploi à temps partiel en tant qu'emballeur, j'étais complètement fauché. Et pour couronner le tout, je vivais avec un va-et-vient constant de personnes peu fiables, égoïstes et gâtées qui dilapidaient l'argent de papa et maman en prétendant être des artistes, mais qui achetaient en réalité plus de marijuana et de pilules qu'elles n'achetaient jamais de pinceaux ou de crayons. Je savais que je devais commencer à gagner de l'argent et trouver un meilleur appartement, parce qu'une autre année avec ces paresseux et je serais devenu fou. Complètement fou. C'est alors que j'ai commencé à chercher un emploi comme un possédé, jour après jour, pendant un mois entier. C'était épuisant. Et quand ça a atteint un point où je sentais que je m'épuisais, j'ai commencé à envisager de retourner chez moi, la queue entre les jambes, avant de repartir de zéro à New York, une fois que j'aurais économisé suffisamment d'argent à nouveau. Mais juste au moment où les choses semblaient les plus sombres, j'ai rencontré un gars nommé Gerardo. Nous nous sommes rencontrés devant une boutique de spiritueux quand il m'a demandé du feu, et il semblait passer la pire journée de sa vie. Quand je lui ai demandé s'il allait bien en allumant sa cigarette, il m'a dit qu'il était sur le point de se faire virer de son travail en marketing pour ne pas avoir respecté une échéance. Il avait un projet terminé à 95%, mais après qu'un accord avec un graphiste ait échoué, il lui manquait une collection de logos pour une société financière qui était cliente de son entreprise. Bref, pour faire court, je lui ai fait les logos après avoir travaillé toute la nuit et pour un tarif bien inférieur à ce qu'il avait promis à ces graphistes paresseux qu'il avait laissé tomber. Et c'est ainsi qu'a commencé une relation de travail très fructueuse entre mon cher Gerardo et moi. Grâce à cela, j'ai enfin pu quitter ce taudis que j'appelais un appartement et commencer à vivre comme un être humain. Une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent pour de bon, j'ai commencé à chercher des appartements plus jolis pour une personne seule à Frisco, et je suis allé voir quelques endroits charmants, chacun avec ses avantages et inconvénients. J'étais un peu indécis jusqu'à ce que j'aille voir un endroit à Mill Valley. L'annonce disait simplement que c'était un appartement d'une chambre et d'une salle de bain dans une propriété partagée, et c'était tout. Mais quand je suis allé le voir, je me suis rendu compte à quel point l'annonce était sous-estimée. L'appartement d'une chambre et d'une salle de bain s'est avéré être une maison d'hôte construite sur le terrain d'une de ces villas de style méditerranéen que l'on trouve dans ce quartier, vous savez, de celles toutes en couleur terre, avec des tuiles, des arcs et des colonnes. J'ai rencontré le propriétaire de la maison, un homme plus âgé, d'une 50aine ou 60aine d'années, qui m'a fait rapidement visiter la maison d'hôte avant que le sujet du loyer ne soit abordé. Quand il m'a dit qu'il ne voulait que 650 par mois pour l'endroit, je n'y croyais pas, car à ce moment-là, c'était un tarif très raisonnable pour un appartement de cette qualité. Pas suspectement bas, loin de là, mais suffisamment bas pour que je lui propose une caution et le premier mois de loyer immédiatement. Le type semblait un peu méfiant à mon égard, je suppose parce que j'avais l'air tellement désespéré de déménager. Alors il m'a dit qu'il y réfléchirait et qu'il me le ferait savoir plus tard. C'est alors que je lui ai raconté mon histoire, ou du moins une partie de celle-ci. Je lui ai dit que j'avais une grande opportunité de réaliser mon rêve et que je ne pouvais pas laisser la bande de drogués nocturnes avec qui je vivais me la gâcher. Je lui ai offert 700 par mois, puis 750, ce qui réduisait encore plus mes gains, mais il m'a dit qu'il ne s'intéressait pas à plus d'argent. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un de calme, qui ne se mêlerait pas des affaires des autres et qui paierait en liquide et à temps. Je lui ai juré par tous les saints que ce serait moi, que je serais trop occupé à travailler pour me soucier de ce qui se passait dans la maison principale et que si jamais il me louait l'appartement, il n'aurait même pas l'impression que j'étais là. La seule façon de savoir que j'étais toujours en vie serait de recevoir cette enveloppe pleine d'argent le 1er du mois et, à part ça, je serais un fantôme. Quand j'ai fini, il est resté un moment à réfléchir. Puis il m'a dit de venir chercher les clés le 1er du mois. J'aurais pu danser dans l'allée de la maison, mon ami. J'étais euphorique. Je n'avais qu'à rester une semaine de plus dans ce taudis de Hunters Point, et ensuite, le 1er du mois, mon bon ami Gerardo m'a prêté sa voiture pour déménager, et je me suis tiré de là. Maintenant, déménager mes affaires dans cette maison d'hôte, c'était comme un défilé de la victoire. J'avais du travail régulier, un appartement vraiment sympa, et avec Gerardo, j'avais trouvé un bon ami qui n'était pas un inutile complet. Les choses semblaient vraiment bien se passer pour moi, mais... Comme l'a dit un vieux philosophe décédé dont le nom m'échappe pour l'instant, parfois, le chemin vers le haut et vers le bas est le même. Ce que j'ai toujours interprété comme signifiant que parfois, les choses qui semblent améliorer ta vie la rendent en réalité bien pire. Ainsi, les premières semaines que j'ai passées dans cette maison d'hôte étaient comme un rêve.
Je ne dérangeais pas les propriétaires, ils ne me dérangèrent pas non plus. J'avais de l'espace pour travailler et un endroit agréable et tranquille pour poser ma tête chaque nuit. J'ai vu mon propriétaire peut-être 2 ou 3 fois pendant ces premières semaines, mais je n'ai jamais vu sa femme, à tel point que je pensais peut-être qu'ils étaient séparés et qu'elle vivait ailleurs. Puis, un jour, il est venu frapper à ma porte pour me dire qu'il partait à la pêche pour le week-end. Il partait le vendredi soir et ne reviendrait que tard le dimanche soir. Je l'ai remercié de m'en avoir informé, mais avant de partir, il m'a dit quelque chose comme « Ma femme ne se sent pas très bien, donc si elle commence à agir de manière étrange, ne t'inquiète pas, c'est juste qu'elle ne se sent pas très bien ces derniers temps. » J'ai été un peu surpris qu'elle vive là, car, comme je l'ai dit, ça faisait 3 semaines que j'étais là et je ne l'avais pas vue une seule fois. Mais malgré tout, je l'ai remercié de m'avoir prévenu et je lui ai dit que je l'aiderais si nécessaire. C'était au milieu de la semaine. Puis, le vendredi, je l'ai vu charger sa camionnette avec plein de glacières et autres affaires et je lui ai souhaité un bon week-end en rentrant dans la maison d'hôte. Cette nuit-là était aussi calme que d'habitude, jusqu'à environ 2 heures du matin, lorsque j'ai fini de travailler et que j'avais l'intention d'aller me coucher. Je suis allé aux toilettes pour uriner et tu sais, c'était en plein été, alors j'avais la fenêtre des toilettes grande ouverte pour que l'endroit ne devienne pas un piège de condensation géant. Et alors que je faisais mon affaire, j'ai commencé à entendre quelque chose dehors qui a attiré mon attention. Au début, c'était juste un bruit très faible, mais quelque chose en lui m'a vraiment captivé. Ensuite, en écoutant de plus près, je me suis rendu compte de pourquoi. C'était le son de quelqu'un qui pleurait, et d'après ce que je pouvais discerner, c'était une femme. J'ai terminé ce que je faisais et je suis sorti devant ma porte, essayant de déterminer d'où venait ce son. Je suis resté là, plaçant mes mains derrière mes oreilles, comme une sorte de radar humain idiot. C'était un truc que mon père m'avait appris quand j'étais enfant, et comme à l'époque, ça a merveilleusement bien fonctionné. J'ai vite réalisé que la personne qui pleurait se trouvait derrière la maison principale, ce qui ne pouvait signifier qu'une seule chose, c'était la femme malade de mon propriétaire. Je savais que mon propriétaire avait parlé du besoin d'intimité et il m'avait déjà dit que sa femme se sentait mal, mais je ne pouvais pas simplement écouter quelqu'un pleurer ainsi sans au moins m'approcher pour voir si elle avait besoin de quelque chose. Une fois que j'étais 100% sûr que quelqu'un pleurait au coin de la rue, près de la piscine de la grande maison, j'ai passé la tête autour du mur de briques et j'ai vu une femme assise sur un meuble de patio. Je ne voulais pas lui faire peur ni rien, car elle avait la tête entre les mains et ne m'avait pas vu me faufiler. Alors je me suis assuré de parler doucement, et je lui ai demandé si tout allait bien. J'étais prêt à ce qu'elle sursaute et rentre précipitamment dans la maison, mais elle ne l'a pas fait. Elle est simplement restée là, la tête dans les mains, à pleurer. Pensant qu'elle ne m'avait pas entendu, j'ai répété ma question, quelque chose comme « Madame, est-ce que ça va? Avez-vous besoin d'aide ?» Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a cessé de pleurer. Mais au lieu de reconnaître ma présence, la femme a tourné la tête pour me regarder et s'est contentée de m'observer. Elle m'a regardé à travers des mèches de cheveux qui lui tombaient sur les yeux, mais elle n'a pas dit un mot. C'est devenu tellement gênant que j'ai parlé pour la 3e fois, lui disant que j'étais le gars qui avait emménagé dans la maison d'hôte et qu'elle pouvait m'appeler à tout moment si elle avait besoin d'aide ou autre. J'ai pensé qu'au moins, ce que j'avais dit méritait un murmure en réponse. Mais une fois de plus, la femme s'est simplement contentée de m'observer avec une sorte de regard vide, comme si elle ne me regardait pas moi, mais à travers moi. Je lui ai demandé à nouveau si elle avait besoin de quelque chose, mais au lieu de me répondre, elle a détourné son regard, comme vers une autre dimension, et a agi comme si je n'avais rien dit du tout. Je suis resté là à attendre, au cas où elle serait sur le point de dire quelque chose, et puis, quand elle s'est levée du meuble de patio, j'ai pensé qu'elle allait parler, mais une fois encore, elle n'a rien dit. Elle s'est simplement levée, s'est retournée et est rentrée dans la maison principale avant de refermer la porte derrière elle. Toute cette interaction m'a laissé là, planté comme un imbécile, à me dire « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» mais aussi très préoccupé par le bien-être de la femme. C'était bien avant que les téléphones portables ne soient dans toutes les poches, alors il n'y avait aucun moyen de contacter mon nouveau propriétaire pour lui dire ce que j'avais vu. Mais, pour être honnête, même si j'avais eu un téléphone portable, je ne suis pas sûr que j'aurais été aussi prompt à l'appeler. Il m'avait dit à plusieurs reprises qu'ils avaient besoin d'intimité, que je ne devais pas m'approcher de la maison principale à moins que ce ne soit une urgence, et donc, à moins que ce ne soit précisément ça, une urgence, je pensais que la meilleure option était de garder le silence. J'avais déjà pris le risque que la femme du propriétaire dise à son mari
Le nouveau locataire est venu me voir au milieu de la nuit. Ce n'était pas ce que j'avais fait. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien, mais qui son mari allait-il croire, moi ou la femme avec laquelle il était marié depuis des années? Et en plus, elle était déjà de retour dans la maison, en sécurité autant que possible. Alors je suis simplement retourné à la maison d'hôte et je suis allé me coucher. Le lendemain, c'était samedi, donc au lieu de travailler toute la journée et une bonne partie de la nuit comme je le faisais habituellement, j'ai décidé d'aller dans quelques bars que je fréquentais à Hunters Point avant de déménager. J'ai retrouvé Gerardo, nous avons pris quelques bières, parlé de baseball, puis nous nous sommes séparés vers minuit. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi et en remontant l'allée vers la maison d'hôte, j'ai vu quelqu'un debout sur le balcon du 2e étage de la maison principale, quelqu'un dont j'étais presque sûr qu'il s'agissait de la femme du propriétaire. Je ne pouvais voir que sa silhouette parce qu'elle était dans l'ombre, avec la lumière de sa chambre éclairant quelques rideaux derrière elle. Mais d'un autre côté, j'étais illuminé comme un sapin de Noël en remontant l'allée et en activant toutes les lumières de sécurité fixées à la maison principale et à la maison d'hôte. Je savais qu'elle pouvait me voir, ou du moins, si elle prêtait la moindre attention à son environnement, elle aurait pu me voir. Juste avant de tourner vers la maison d'hôte, je lui ai fait un petit signe de la main, juste pour la saluer. Je ne sais pas à quoi je m'attendais après la nuit précédente, mais comme alors, elle n'a pas bougé d'un pouce. Au début, elle est restée parfaitement immobile. Maintenant, ça va peut-être sembler dur, mais je me souviens avoir pensé « Mon Dieu, comme cette femme est effrayante ». Et je n'étais pas disposé à rester planté là comme un idiot, comme je l'avais fait la nuit précédente, alors je suis simplement retourné à la maison d'hôte. Quand son mari m'a dit que sa femme était malade, je pensais qu'il voulait dire qu'elle avait un rhume ou quelque chose comme ça, mais à ce moment-là, je commençais à penser que je faisais face à quelque chose de plus psychologique que physique. Et cela apportait avec lui tout un nouvel ensemble d'inquiétudes de ma part. Imagine qu'elle devienne folle et que je doive faire quelque chose à ce sujet. Je n'avais aucune idée de comment gérer ce genre de situation, à part appeler le 911, et même là, devrais-je appeler la police ou une ambulance? Je n'aurais pas su quoi faire de moi-même. Mais au final, c'est elle qui a fini par appeler la police pour moi. Le dimanche matin, le même jour où mon propriétaire devait revenir de son voyage de pêche, je suis sorti de mon appartement pour aller acheter de la crème dans une épicerie du coin quand j'ai vu la femme du propriétaire debout sur la pelouse de devant. Je pensais qu'elle allait me traiter à nouveau avec son indifférence, parce qu'elle me tournait le dos quand je l'ai vue, mais une fois que je suis arrivé à son niveau en remontant l'allée, elle a entendu mes pas, puis s'est retournée brusquement. Je n'avais même pas l'intention de lui dire bonjour à ce stade, pas après les 2 tentatives précédentes, alors je lui ai juste fait un petit signe de tête pendant qu'elle me regardait et j'ai continué à marcher. Mais au lieu de m'ignorer à nouveau, elle a commencé à me crier dessus. « Hé, et toi, qu'est-ce que tu fais sur ma propriété ?» J'étais assez surpris qu'elle m'adresse même la parole et j'ai dû me mordre la langue pour ne pas répondre avec un « Ah, donc maintenant tu me parles ». Et étant donné que je pensais qu'elle perdait peut-être la tête ou quelque chose comme ça, je suis resté calme et je lui ai dit très poliment que j'étais le locataire qui louait la maison d'hôte depuis 3 semaines. La femme m'a alors dit qu'elle n'avait aucune idée de qui je parlais et que si je ne sortais pas de sa propriété, elle allait appeler la police. Je lui ai dit de ne pas faire ça et je lui ai expliqué que tout cela était un énorme malentendu. Je lui ai même montré la clé que j'utilisais pour ouvrir la porte et je me suis offert de lui montrer comment je l'utilisais pour qu'elle voie que je n'étais pas un simple intrus. Encore une fois, j'ai gardé mon ton calme et j'ai essayé d'être le moins menaçant possible. Mais elle s'est éloignée en annonçant qu'elle allait appeler le 911. Je me souviens avoir secoué la tête en me disant « Au moins c'est mieux que Hunters Point », puis je suis allé à l'épicerie pour acheter ma crème. Mais quand je suis revenu, j'ai regardé vers le haut et j'ai vu une voiture de police garée devant la maison. Et en tournant au coin pour remonter l'allée, j'ai vu la femme du propriétaire gesticulant furieusement vers 2 policiers qui avaient l'air plutôt ennuyés. La femme du propriétaire a regardé par-dessus les policiers et m'a vu, et soudain, elle a commencé à dire quelque chose comme « Le voilà, c'est lui, juste là », comme si elle s'attendait à ce que les 2 policiers courent vers moi et me plaquent au sol. Mais au lieu de cela, un des policiers est venu me parler, tandis que son collègue est resté avec la femme pour la calmer. J'ai commencé à raconter mon histoire au policier, puis je lui ai montré comment j'ouvrais la porte de la maison d'hôte avec la clé que j'avais dans ma poche. Après cela, je lui ai montré des choses comme mon portefeuille, que j'avais laissé sur la table après en avoir sorti quelques billets, et d'autres objets confirmant que c'était bien moi qui vivais là.
J'ai également mentionné comment la femme du propriétaire avait agi de manière très étrange et que je ne m'approchais normalement pas de la maison principale, donc je la voyais à peine, et que c'était probablement la source de toute la confusion. Le policier m'a alors dit que la femme semblait être intoxiquée, qu'elle ne savait pas où se trouvait son mari et qu'elle était même confuse quant au jour de la semaine. À la lumière de cela, et étant donné que toutes mes affaires semblèrent bien être dans la maison d'hôte, les 2 policiers m'ont accordé le bénéfice du doute, puis ont escorté la femme du propriétaire à l'intérieur de sa maison. Ensuite, j'ai informé les policiers du voyage de pêche de mon propriétaire et de son retour prévu ce même jour, expliquant que sa femme ne serait pas seule longtemps, ce qui a semblé satisfaire les 2 policiers, qui m'ont dit de les appeler si quelque chose d'autre se produisait avant leur départ. Quelques heures plus tard, mon propriétaire est revenu de son voyage de pêche, et je l'ai intercepté dans l'allée pour lui parler de ce qui s'était passé avec sa femme. Je ne lui ai pas dit que je m'étais approché de la maison, mais je lui ai mentionné que je l'avais entendu pleurer, puis je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, y compris le fait qu'elle avait appelé la police pour moi. Il n'a pas semblé réagir jusqu'à ce que je mentionne les policiers, comme si cela lui avait semblé un problème mineur jusqu'à ce que j'évoque les 2 agents qui étaient revenus et avaient inspecté la maison d'hôte. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a agi comme si c'était une priorité, me promettant que cela ne se reproduirait pas avant de partir, probablement pour affronter sa femme. Ne te méprends pas. J'étais content qu'il semble être de mon côté dans toute cette situation, parce que les rencontres gênantes avec sa femme étaient une chose, mais qu'elle tente de me faire arrêter en était une autre. Cependant, cela dit, quelque chose me dérangeait vraiment dans la façon dont il avait réagi lorsque j'avais mentionné que les policiers étaient venus. Il semblait agir comme si le comportement de sa femme était quelque chose de courant, c'est-à-dire qu'il semblait seulement un peu déçu. Mais ensuite, quand j'ai parlé de la police, il est devenu tendu et son expression a complètement changé. Je comprends probablement qu'il s'était habitué à ce que sa femme ait des crises ou quoi que ce soit d'autre, et que le fait que la police ait été appelée représentait ce qu'on pourrait appeler une escalade inutile. Mais pour moi, cela semblait suspect qu'il soit si tendu à l'idée que la police examine sa propriété, même si ce n'était que la partie que je louais, et non sa maison principale. Et bien sûr, les choses ne se sont pas arrêtées là. Cela faisait environ 3 mois que je vivais dans l'appartement de la maison d'hôte lorsque Gerardo est passé pour me chercher. Nous avions des billets pour un match des Giants et j'étais excité d'y aller parce que j'aime le sport depuis toujours. Et là, me voilà, sautant sur le siège passager de la voiture de Gerardo, lui lançant « Salut mon pote, comment ça va ?» Mais Gerardo avait un visage comme s'il avait vu un fantôme. Je lui ai dit quelque chose comme « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais il a répondu par une question, disant quelque chose comme « Tu vis dans cet endroit ?» Il faisait référence à la maison d'hôte et à la maison principale réunie, à la propriété en général. Alors je lui ai dit que oui, que vivre dans la maison d'hôte était une bonne affaire. Gerardo m'a alors demandé si je connaissais les gens qui y vivaient, ou, plus important encore, ce qui était arrivé aux gens qui y vivaient. Je lui ai répondu que non, et Gerardo a poussé un soupir, puis nous nous sommes dirigés vers Candlestick Park, et il m'a raconté l'histoire en route. Environ 5 ans avant que je ne déménage à San Francisco, il y avait eu une affaire de disparition très médiatisée impliquant la fille d'un représentant pharmaceutique fortuné. Un jour, elle avait dit à ses parents qu'elle allait se promener dans le parc local et n'était jamais revenue chez elle. Ils avaient appelé la police le lendemain après avoir contacté tous les amis de leur fille, mais personne n'avait pu dire qu'ils l'avaient vue dans le parc ce jour-là. C'était comme si elle avait disparu dans les airs. Les parents, dévastés, avaient organisé une série de conférences de presse devant leur maison pour les chaînes d'information locales, et à chacune d'entre elles, ils suppliaient les gens de leur fournir toute information qu'ils pouvaient avoir, disant que quelqu'un devait savoir où était leur fille et ce qui lui était arrivé le jour où elle avait disparu. Gerardo, étant local, avait vu certains de ces nombreux reportages, et comme il était alors en dernière année de lycée, cela avait eu un impact profond sur lui et ses amis à l'école, car la fille disparue avait exactement leur âge, elle aussi était en dernière année. Alors, quand il a garé sa voiture devant la maison cet après-midi-là et qu'il a regardé autour de lui, il savait qu'il reconnaissait l'endroit, mais il ne pouvait pas se rappeler d'où. Puis, quand je suis monté sur le siège passager, il s'est souvenu d'où il connaissait cet endroit. Il l'avait vu dans ses conférences de presse. La fille disparue était la fille de mes propriétaires. Comme tu peux l'imaginer, après avoir entendu tout ça, le match de baseball s'est déroulé sous une ombre sombre et nous avons passé la majeure partie du match à parler de la fille disparue, de la femme du propriétaire et de la façon dont tout cela prenait soudainement un sens horrible pour moi. La femme n'était pas folle,
Je veux dire, peut-être qu'elle devenait folle, mais tout ce chagrin et le fait de rester debout sur le balcon à regarder dans la nuit, elle était tout simplement dévastée par le chagrin, et vu la façon dont elle se comportait, elle était probablement au fond d'une bouteille, qu'il s'agisse d'alcool, de pilules ou de toute autre chose qu'elle utilisait. Gérardo m'a dit que la fille n'avait jamais été retrouvée, mais après 5 longues années, et sans la moindre piste sur l'endroit où elle avait pu aller, pratiquement tout le monde avait supposé qu'elle avait été tuée par un suspect à qui ils avaient plus tard donné le nom de Golden State Killer. Tout le monde espérait qu'elle s'était simplement enfuie et qu'un jour, elle réapparaîtrait pour un dénouement tardif, mais heureux. Mais au fond, tout le monde soupçonnait le contraire. Quelque chose de terrible était arrivé à cette fille, et elle ne rentrerait jamais chez elle. Je me suis senti horrible pour le propriétaire et sa femme, et j'aurais aimé le savoir plus tôt pour ne pas avoir traité la femme comme si elle était juste une folle. Mais, comme on dit, les apparences peuvent être très trompeuses. Quelques semaines après avoir appris tout cela au sujet de leur fille disparue, j'ai remarqué que la pression de la douche était basse, et comme cela coïncidait avec le jour où je devais remettre mon chèque de loyer, j'ai pensé marcher jusqu'à la maison, remettre le chèque et mentionner au propriétaire le problème de pression d'eau en même temps. Alors j'ai pris le chèque et j'ai marché jusqu'à la maison, mais juste avant d'appuyer sur la sonnette, j'ai entendu le propriétaire se disputer avec sa femme au sujet de quelque chose et ils se crièrent dessus. J'ai entendu le mari crier quelque chose à propos du fait que sa femme s'apitoyait toujours sur son sort et ça a duré quelques secondes avant que j'entende sa femme crier quelque chose en retour, comme « Je ne serais pas comme ça si ce n'était pas à cause de ce que tu as fait ». Mon propriétaire a ensuite répondu par « Ce que j'ai fait, moi, ce que j'ai fait. Tu oublies que c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin au départ. » À ce moment-là, je me suis dit « D'accord, je ne devrais vraiment pas écouter ça. » Et je suis retourné à mon appartement. J'ai écrit une note à propos de la pression de l'eau au dos de l'enveloppe de loyer. Puis, je suis retourné à la porte pour la glisser en dessous. Quand je l'ai fait, ils ne se criaient plus dessus. Alors j'ai pensé qu'ils avaient terminé leur dispute, puis je suis retourné à ma journée comme d'habitude. Peu de temps après, j'ai mentionné à Gérardo que je pensais chercher un nouvel endroit où vivre. Il m'a dit que cela ne le surprenait pas du tout et que pour lui, ce ne serait pas une décision difficile à prendre. Mais c'était facile à dire pour lui, car il n'avait pas à vivre avec la réalité de cette situation. Je pensais que la seule raison pour laquelle mon propriétaire louait sa maison d'hôte était qu'ils avaient besoin d'argent. Et comme la plupart des gens en ville connaissaient la tragédie qu'ils avaient vécue, ils devaient avoir eu une difficulté énorme à trouver des locataires jusqu'à ce que mon idiot de moi monte leur allée et dise simplement « Oh waouh, quel endroit sympa !» Si je partais simplement, Dieu sait dans quelles difficultés financières ils pourraient se retrouver. Je veux dire, je sais que ce n'est que quelques centaines de dollars par mois, mais ils étaient plus âgés. Et parfois, ce genre d'argent fait toute la différence à la retraite ou si vous avez une femme malade qui a besoin de soins. Je savais que je me sentirais comme une ordure si je les laissais tomber comme ça, mais en même temps, je ne savais pas combien de temps je pourrais encore supporter de vivre avec eux. C'était comme s'il y avait un nuage très sombre qui planait au-dessus de la maison, le même qui m'avait suivi chez moi depuis le match cet après-midi-là. Et puis, si je peux changer de métaphore un instant, il y avait aussi l'élément de bombe à retardement dans tout ça. Quoi que la femme prenne pour gérer son chagrin, elle en prenait soit trop, soit pas assez, et la façon dont ils se disputaient me faisait penser que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne se produise. Je n'avais aucune idée de ce que cette quelque chose pourrait être. Mais je savais que ça allait arriver. Et je peux te dire que je ne voulais pas être là quand ça arriverait. Alors d'autres semaines ont passé. Et à ce moment-là, nous étions fin octobre, juste avant Halloween. La maison était restée tranquille, je ne voyais plus la femme. Et en fait, je commençais à penser que j'avais été un peu précipité en cherchant un autre endroit où vivre. L'endroit avait ses défauts, mais tous les autres en avaient aussi. Et puis, je me sentais comme un imbécile de faire toute l'histoire à propos de moi alors que c'était leur chagrin, leur croix à porter, pour ainsi dire. Peut-être que le mieux que je pouvais faire, c'était d'arrêter d'y penser et de me rappeler que ce n'était pas mes affaires. Et ça a parfaitement fonctionné jusqu'à ce que ça devienne mes affaires d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était le 3 novembre 1989 et je me souviens de cette date parce que c'était un vendredi et j'étais sur le point de sortir boire quelques bières avec Gérardo. J'avais terminé mon travail vers 4 heures de l'après-midi, pris une quinzaine de minutes pour me préparer, puis, en sortant de la maison d'hôte et en remontant l'allée, j'ai vu un groupe de policiers arriver dans l'allée et se diriger vers la grande maison. Je n'ai pas pu m'en empêcher, en les voyant arriver dans l'allée en uniforme, j'ai dit
Un peu tard pour demander des bonbons, non les gars? Pourquoi vous n'enlevez pas ces costumes? Mais je n'ai pas terminé cette dernière phrase, parce que quand ils ont réalisé que j'étais là, debout à côté d'eux, ils ont tous sorti leurs pistolets de leurs holsters, se sont retournés et ont commencé à me crier de lever les mains. Ça me fait rire aujourd'hui d'y penser, mais j'étais tellement effrayé que j'ai eu un moment parfait de vide mental, et au lieu de crier « Ne tirez pas !» ou quelque chose du genre, j'ai littéralement crié « C'était une blague, juste une blague !» Mais pendant qu'ils s'approchaient de moi en me disant de me coucher par terre, je me suis rendu compte que la foutue femme du propriétaire avait appelé la police pour moi pour la 2e fois. Je suis allongé par terre, ils m'attachent les poignets, et je leur dis des trucs comme « Officier, c'est probablement juste un malentendu. Laissez-moi vous expliquer. » Mais à la différence de la première fois, quand les policiers étaient calmes et gentils, et tout ça, l'un d'eux m'a crié de la fermer, puis ils m'ont arrêté, agissant comme si j'étais la pire racaille sur terre. Mais malgré tout, je suis resté calme, me disant que, quand tout cela serait terminé, j'allais porter plainte contre chacun de ces crétins arrogants pour m'avoir arrêté pour le crime d'avoir vécu dans mon propre foutu appartement. Une fois, je pouvais comprendre. 2 fois, et de la manière dont ils l'ont fait, ça n'allait tout simplement pas se passer, pas dans cette vie. Quoi qu'il en soit, ils m'ont emmené au vieux poste de police de Mille-Vallées, et j'étais toujours sûr à 100% qu'ils m'arrêtèrent par erreur. Mais ensuite, quand nous sommes arrivés à la procédure d'enregistrement et qu'ils ont lu les chefs d'accusation, je me suis rendu compte que quelque chose de vraiment grave se passait. Ils m'avaient arrêté sous soupçon d'enlèvement, de séquestration illégale et d'une série d'autres accusations mineures. Et ensuite, écoute ça, la police m'a accusé d'exercice illégal de la médecine. C'est à ce moment-là que j'ai perdu mon calme, et je leur ai dit « De quoi parlez-vous, au juste ?» Parce que l'enlèvement et tous ces autres trucs effrayants, c'était déjà un cauchemar en soi. Mais entendre l'exercice illégal de la médecine, ça m'a fait sentir comme si j'étais piégé dans un mauvais rêve. Ils auraient bien pu me dire qu'ils m'accusaient de laitue et bacon, parce que ce que j'entendais n'avait absolument aucun sens pour moi. Je savais que je ne devais pas parler à la police sans un avocat présent, alors je n'ai pas dit un mot. Et ils ne m'ont vraiment rien demandé de substantiel jusqu'à ce que l'avocat arrive et que nous puissions commencer pour de bon. Mais ensuite, au lieu de me poser des questions sur moi, ils semblaient très intéressés par mon propriétaire. Ils m'ont demandé où il se trouvait et je leur ai dit « à la pêche ». Mais ils ont agi comme si c'était une sorte de couverture. L'un d'eux a crié « mensonge ». Nous savons qu'il n'est pas à la pêche. Où est-il? Puis ils m'ont dit comment, si je ne coopérais pas, ils s'assureraient que je porte le poids de toutes les accusations, et pas seulement en tant que complice. En gros, ils me disaient que j'allais passer le reste de ma vie en prison si je ne commençais pas à leur dire la vérité. Évidemment, je n'avais aucune idée de ce dont ils parlaient. Alors je leur ai dit pour la 2e fois que, à ma connaissance, je ne savais pas où se trouvait mon propriétaire. Il m'avait simplement dit qu'il partait à la pêche et je n'avais aucune raison de ne pas le croire. Les policiers m'ont ensuite posé un tas de questions sur le moment où je m'étais installé dans la maison d'hôte, sur ce que je faisais pour gagner ma vie, des choses comme ça. Ils m'ont aussi posé plein de questions sur ma relation avec mon propriétaire, comme si j'étais proche de lui. Je leur ai dit « pas du tout ». En fait, ils m'avaient averti de rester à l'écart de la maison parce qu'ils avaient besoin de leur intimité. Et si mon propriétaire était impliqué dans quelque chose de louche qu'ils essayaient de me coller aussi, ils faisaient fausse route. Je leur ai dit que j'étais ravi d'aider à toutes sortes d'enquêtes, surtout parce que les accusations semblaient si folles que je voulais m'en éloigner autant que possible. Les policiers ne sont pas devenus soudainement amicaux avec moi, mais ils ont cessé de me traiter comme si j'étais une vermine. Ils m'ont libéré peu de temps après, en me renvoyant dans une cellule, mais ils m'ont averti de ne pas quitter la ville parce qu'ils pourraient m'arrêter à nouveau à tout moment. Ils ne m'ont pas dit exactement ce qui se passait, juste que je ne reverrais probablement pas mon propriétaire ni sa femme avant un bon moment, ce qui pourrait affecter mes arrangements de logement. Et c'était la dernière chose que je voulais entendre, car j'étais déjà sûr que j'allais devoir chercher un autre appartement à nouveau. Mais je m'étais non seulement trompé à ce sujet, je m'étais aussi trompé sur ma théorie initiale, celle qui concernait pourquoi les policiers semblaient si intéressés à retrouver mon propriétaire. Tu vois, toute l'affaire de l'enlèvement et de la séquestration illégale m'avait donné des idées pendant que je prenais un taxi pour rentrer à l'appartement. Ça peut sembler fou à dire, mais j'ai pensé que mon propriétaire avait peut-être, je ne sais pas, retrouvé le salaud qui avait enlevé sa fille tous ces années auparavant. Mais ensuite, avec l'exercice illégal de la médecine, combiné à l'enlèvement, ça m'a donné des frissons rien que d'y penser. Parce que réfléchis,
Quel genre de choses aussi tordues dois-tu faire à quelqu'un pour que ça entre en ligne de compte? Est-ce qu'il le torturait? Lui faisait-il une opération chirurgicale? Qu'est-ce qui se passait? Je n'ai découvert la vérité complète que bien plus tard, mais comme je l'ai probablement déjà dit une douzaine de fois, c'était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Comme je n'avais personne à qui payer le loyer, je suis simplement resté dans l'appartement jusqu'à ce qu'il coupe l'eau et l'électricité, puis j'ai fini par rester sur le canapé de Gérardo, en utilisant la maison d'hôte comme entrepôt jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit où vivre. Tout cela s'est déroulé sur une période d'environ 2 mois, avec des nouvelles concernant mon propriétaire qui sortaient au compte-gouttes jusqu'à ce que toutes les pièces s'emboîtent enfin. Mais la pièce probablement la plus importante est arrivée lorsque la police a retrouvé la fille de mon propriétaire. Pas morte, pas vivante, mais quelque part entre les deux. Dans une petite maison louée à Los Ranchitos, la police a retrouvé la fille disparue de mon propriétaire. Elle était décharnée, alitée, connectée à un respirateur, et elle semblait être dans un coma profond depuis les 5 dernières années. Mon propriétaire avait gardé sa fille en vie, apparemment après qu'elle ait subi une sorte de traumatisme crânien grave, et il l'avait fait en utilisant du matériel médical qu'il avait obtenu de, je ne sais où, mais d'une source manifestement bien équipée, probablement grâce à ses contacts dans l'industrie médicale. Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir amenée à l'hôpital pour qu'elle reçoive les soins médicaux appropriés? Pourquoi l'avoir laissée lentement dépérir dans un appartement infesté de cafards dans les collines? Parce que c'était la femme de mon propriétaire qui avait infligé la blessure à la tête en premier lieu. Je suppose que tout cela est sorti au grand jour une fois qu'ils ont été arrêtés et que l'emplacement de la fille a été découvert. Je ne sais pas qui a parlé en premier, mais quelqu'un l'a fait, et une fois que la nouvelle s'est répandue, ça a fait la une des journaux pendant quelques jours, du moins jusqu'à ce que le cycle d'information change à nouveau pour l'histoire plus importante, qui était la suite du tremblement de terre de Loma Prieta et tous les efforts de sauvetage et de reconstruction. Il y a 5 longues années, la femme de mon ancien propriétaire et leur fille avaient eu une dispute monumentale. Je ne crois pas qu'on ait jamais découvert de quoi il s'agissait, mais c'était assez intense pour que la fille finisse par gifler sa mère. La femme du propriétaire a alors perdu la tête, a attrapé un objet lourd d'un buffet, et puis bam, elle a frappé sa fille à la tête avec. Je suppose qu'elle l'a frappé avec une force énorme, ou que le coup a porté avec un bord tranchant ou quelque chose, parce que la fille s'est immédiatement évanouie et n'a jamais repris conscience. Et ensuite, au lieu de faire ce qu'il fallait et d'envoyer la mère en prison, ils ont décidé de tout couvrir, de garder leur fille en vie, puis d'attendre de pouvoir la réveiller un jour. Évidemment, ils ne l'ont pas réveillée et après une longue enquête impliquant plusieurs agences, ils ont suivi mon propriétaire jusqu'à l'appartement de Los Ranchitos où ils ont découvert sa fille alitée. Je n'arrivais pas à croire que j'avais partagé un espace avec des gens comme ça et que j'avais rationalisé tout ce que j'avais vu et entendu jusqu'au point où j'avais fini par les plaindre. Ce qu'ils avaient fait était terrible, une chose abominable, mais ils l'avaient fait par amour, un amour déformé et une volonté de préserver leur famille. Et c'est ce que je trouve le plus troublant dans toute cette situation si tordue. Je ne crois pas qu'ils étaient des gens mauvais, mais ils ont fait quelque chose d'horrible, d'abominable. Et si des gens normaux, ordinaires, sont capables de faire de telles choses, alors pour moi, cela fait du monde un endroit bien plus sombre et bien plus effrayant.